Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis revenu pour compléter la vidéo précédente que j'ai fait sur les fondations en terrain accidenté. Donc, ce sera en fait la deuxième partie ou bien le deuxième cas de figure. Nous avons fait seulement le premier cas de figure, c'est-à-dire là où nous avons un niveau de dallage supérieur au niveau du terrain naturel. Alors que maintenant, nous allons voir le deuxième cas où le niveau de dallage est inférieur au niveau du terrain naturel, c'est-à-dire le niveau bas du bâtiment, il va être inférieur au niveau de TN. D'accord? Donc, pour ce faire, nous allons en fait adopter la même lithologie, la même coupe lithologique pour faciliter tout simplement la compréhension. D'accord? Donc, la terre végétale, dans un premier temps, son élimination, elle est primordiale. Je répète ceci pas mal de fois. Mais par la suite, en ce qui concerne ce cas de figure, on doit faire des terrassements dans le schiste sain, dans la formation d'assises, de telle sorte que le niveau bas du bâtiment, bien le niveau du rez-de-chaussée, le niveau bas du rez-de-chaussée va être inférieur au TN. Bien sûr, tout en garantissant une plateforme, bien un dallage qui est parfaitement horizontal. Donc, par la suite, nous allons, ou bien nous devons ancrer les fondations avec 30 cm dans le sol d'assise, qui est ici le schiste sain, tout en garantissant un ancrage total de 1,20 m. Donc, 1,20 m, elle est à vérifier pour les semelles, ou bien la ligne des semelles qui réside à la gauche, c'est-à-dire qui est proche dans le niveau bas et proche du TN, alors que pour les fondations qui résident au milieu, ou bien à la droite, l'ancrage de 1 m 20 elle est déjà dépassé, donc ça ne pose pas de problème. Donc par la suite, on peut mettre du remblai sélectionné juste pour... c'est un remblai en fait sous dallage qui doit être vérifié ou bien voilà, contrôlé par un laboratoire sur lequel va résider l'hérissonnage. Et par la suite, bien sûr, nous allons mettre en place le dallage du rez-de-chaussée. Je tiens juste à souligner que le remblai sélectionné peut être parfois procédé par des matériaux qui appartiennent au déblai que nous avons fait, c'est-à-dire les schistes sains. S'ils contiennent, par exemple, une fraction qui est meuble et une fraction voilà, une fraction rocheuse ou bien graveleuse, et un indice de plasticité inférieur à 12 avec un Dmax inférieur à 50 mm. Donc, il peut être lui-même être réutilisé pour combler. Je ne parle pas seulement du schiste sain, pas mal de matériaux qui appartiennent au terrain naturel, ils peuvent être réutilisés comme matériaux de remblai. Et dans ce cas, on n'aura pas l'obligation, on ne sera pas obligé d'aller chercher un remblai sélectionné chez une carrière ou bien dans une autre zone. Mais seulement, on va utiliser le remblai qui a été extrait de notre terrain. Donc la seule chose à vraiment y faire attention et qui peut créer un certain risque pour ce cas de figure, c'est en fait la hauteur du talus. Si cette hauteur dépasse les 3 mètres, donc ici on peut risquer qu'il y ait des éboulements, ou bien des glissements, ou même des chutes de blocs, sachant que les ouvriers vont travailler là-bas, on va avoir un coulage du béton et tout ça. Donc s'il y a un glissement de bloc, s'il y a un glissement, pardon, ou bien une chute de bloc, donc ça peut même créer des risques auprès des ouvriers. Pour remédier à ça, en fait, je vous invite à aller regarder quelques vidéos que j'ai fait sur la stabilisation de ces talus. D'accord? Mais en fait, il y a un point qui est très important ici, c'est celui de la nature du matériau. Si on parle d'une roche qui est résistante, qui a une grande cohésion, qui est très stable, donc en général, on n'aura pas ce problème. On peut laisser le talus tel qu'il est et il va être stable. Juste, parfois, les gens de laboratoire, ils recommandent l'accélération des travaux pour éviter tout risque éventuel. Mais s'il ne s'agissait pas du schiste sain ou toute autre formation rocheuse ou meuble qui est stable, il faut obligatoirement recourir à l'une des méthodes de stabilisation des talus. D'accord? Donc, comme je viens de dire, j'ai fait tout ça sur des anciennes vidéos. Vous pouvez revenir à ça. Et je vous promets que je vais faire aussi d'autres vidéos sur d'autres méthodes de stabilisation par la suite.
D'accord? Donc, en fait, ce risque ne réside pas pour le cas de Remblai, c'est-à-dire le cas que j'ai fait déjà dans la partie 1, mais pour un cas dont le niveau de dallage est inférieur au niveau de TN, il faut toujours faire attention à ceci. Donc, en plan 3D, nous allons obtenir une figure ou bien un schéma approché à ce que à ce que vous voyez ici. D'accord? Donc voilà les fondations, ils doivent obligatoirement obligatoirement subir cet ancrage de 30 centimètres parce qu'il s'agit d'une roche et non pas d'un sol meuble. S'il s'agissait d'un sol meuble, on doit garantir 50 centimètres au niveau, ou bien par rapport au niveau des terrassements, ou bien de la fouille en pleine masse. Il y a une remarque que j'aime bien souligner ici, c'est que quelques entreprises font un terrassement en pleine masse et elles se croient que voilà, c'est suffisant, on va mettre les fondations sur ce niveau sans assurer aucun ancrage. Donc en fait, c'est faux. Mais ça se tolère parfois chez les laboratoires ou bien les gens qui vont vérifier ces ancrages. Mais en fait, c'est faux. Il faut obligatoirement faire cet ancrage pour ne pas laisser le bâtiment libre et va subir des mouvements qui sont libres et il n'est pas accroché et ancré dans le sol. Par la suite, une fois le bâtiment est construit, il va avoir une telle forme, voilà, une telle forme. Elle est plus ou moins enterré dans le terrain naturel, non pas comme le cas de Remblai où le bâtiment il est, son niveau, déjà son niveau de rez-de-chaussée il est supérieur au TN, donc on peut voir clairement les poteaux qui s'enlèvent des fondations. Ici, on peut voir rien de ce qui passe au niveau des fondations. D'accord? Donc voilà, en fait, lorsque nous avons un terrain incliné et la porte ou bien l'entrée principale du bâtiment, que ce soit un bâtiment pour habitation ou bien un bâtiment industriel, l'architecte a prévoit des portes ou bien des entrées principales de cette manière, c'est-à-dire ce que vous voyez à la gauche. Donc obligatoirement, on doit procéder par un profil en remblai. Sinon, l'architecte a prévu une ruelle ou bien un passage, comme vous pouvez voir à la droite. Donc, ici, obligatoirement, on doit procéder par profil en déblai. D'accord? Donc, tout dépend de l'architecte. Si nous avons une ruelle ou bien une voirie qui avance dans le sens de la pente, donc nous sommes dans le premier cas, c'est-à-dire profil en remblai. Sinon, si les ruelles traversent voilà, les pentes, ou bien voilà ces pentes tout simplement, ils les traversent d'une manière plus ou moins horizontale. Donc ici, les portes, ils vont faire face à cette ruelle et du coup, ils seront, ou bien nous serons dans le cas d'un profil en déblai. Donc j'espère que vous avez bien fait la différence entre ces deux cas. Et en fait, c'est seulement ces deux cas qu'on va trouver dans n'importe quel type de terrain incliné, soit profil en remblai, soit profil en déblai. Dans le premier cas, le bâtiment il est totalement clair. On peut voir son niveau inférieur du dallage, mais pour le cas des profils en déblai, le bâtiment est plus ou moins enterré dans la terre. D'accord? Donc, ce que vous pouvez voir ici dans cette image, c'est un profil en déblai. Ils ont laissé un talus pour stabiliser les parois par la suite. Et c'est ça. Donc, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, comme je dis toujours, vous pouvez les mettre en commentaire. Déjà, vous pouvez remarquer que je réponds aux commentaires en moins de 24 heures. Donc, c'est ça. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous promets que je vais publier plusieurs vidéos dans le futur proche. Et à la prochaine. Merci à vous.